En fouillant dans les archives russes, j'ai retrouvé des documents décrivant la mort de Mussolini. Hitler était déterminé à ne pas voir son corps suspendu comme celui de Mussolini et voulait qu'il soit complètement détruit. Alors que les murs de Berlin s'effondraient, l'homme qui régnait autrefois sur l'Europe faisait face à ces dernières heures sous terre. Le bunker d'Hitler n'était plus un centre de commandement. C'était un tombeau de peur, de déni et de folie. Ceux qui ont survécu se souviennent de chuchotements, de disputes et d'une déclaration finale qui a glacé tout le monde dans la pièce. Ces mots prononcés juste avant sa mort ont été enfouis pendant des années par ceux qui voulaient désespérément protéger un mensonge. Mais des documents récemment découverts ont révélé ce qui s'est réellement passé dans ces derniers instants. Et la vérité sur les derniers mots d'Hitler à l'intérieur du bunker du Führer est bien plus troublante que quiconque ne l'imaginait. La descente dans les ténèbres. Le bunker du Führer a été construit en 2 phases. La première en 1936, puis une extension en 1944. Située à environ 8,5 mètres sous le jardin de la chancellerie du Reich, cette forteresse de béton avait des murs de près de 4 mètres d'épaisseur et un toit en béton de près de 3 mètres de profondeur. Elle était conçue pour être impénétrable. Une trentaine de petites pièces protégeaient Hitler et son cercle restreint des bombes alliées qui pleuvaient sur Berlin. Mais la protection contre les bombes ne pouvait protéger personne de ce qui se passait à l'intérieur. Lorsque Hitler s'est installé définitivement dans le bunker, le 16 janvier 1945, il a emmené avec lui son personnel le plus proche. Martin Bormann, son secrétaire personnel, Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, Eva Braun, sa compagne de longue date. Des secrétaires, des gardes, des cuisiniers et des opérateurs radio ont suivi. En avril, le bunker abriterait également Magda Goebbels et ses 6 enfants, âgés de 4 à 12 ans. Le bunker avait sa propre électricité, son propre approvisionnement en eau et ses propres systèmes de communication, un standard téléphonique, une machine TX, une radio de l'armée. Pendant les premières semaines, la vie a conservé un certain semblant de normalité. Hitler tenait des conférences militaires l'après-midi. Il prenait ses repas à des heures régulières. Il se promenait dans des couloirs étroits qu'il appelait le jardin. Mais le bunker avait un défaut fatal. Construit sous la nappe phréatique, il était constamment humide. Des pompes fonctionnaient sans arrêt pour éliminer les eaux souterraines. Les murs ruisselaient d'humidité. L'air sentait le renfermé et le lourd. Des témoins ont décrit l'atmosphère comme oppressive, claustrophobe. Mais l'inconfort physique n'était rien comparé à la pression psychologique qui augmentait chaque jour. En avril 1945, l'armée rouge soviétique avait atteint Berlin et 2,5 millions de soldats encerclaient la ville. Le tonnerre de l'artillerie secouait les murs du bunker, de la poussière et du mortier pleuvant du plafond pendant les explosions. Hitler recevait les mises à jour de la guerre par les émissions de la BBC parce que les communications allemandes s'étaient effondrées. Armen Leymann, un membre des jeunesses hitlériennes de 16 ans, a servi de courrier dans le bunker. Des années plus tard, il s'est souvenu de l'apparence du dictateur dans ses derniers jours. Il était comme un fantôme. Il ne semblait pas me voir ni voir personne. Il regardait juste devant lui, perdu dans ses pensées. Son visage était creux. On aurait dit qu'il souffrait de la jaunisse. L'homme qui avait autrefois l'Europe sous sa coupe se traînait maintenant dans des couloirs souterrains, les mains tremblantes, les yeux vides. La descente dans les ténèbres était physique. Mais quelque chose de bien plus sinistre se tramait dans l'esprit de ceux qui étaient piégés en dessous. Et ce dont ils ont été témoins ensuite les hantrait à jamais. Les témoins qui ont tout vu. Trudi Young n'avait que 22 ans lorsqu'elle est devenue la secrétaire personnelle d'Hitler en décembre 1942. Elle était la plus jeune de ses secrétaires, embauchée presque par hasard
lorsqu'un poste s'est libéré. J'avais 22 ans et je ne connaissais rien à la politique, a-t-elle avoué plus tard. Cela ne m'intéressait pas. J'étais fasciné par Adolf Hitler. C'était un patron agréable et un ami paternel. Pendant 3 ans, Junge a tapé la correspondance et les discours d'Hitler. Elle dînait avec lui après les briefings militaires. Elle l'écoutait bavarder sur des films et des sujets insignifiants, tout pour éviter de parler de la guerre. Après la défaite dévastatrice de Stalingrad, les monologues d'Hitler avaient cessé. L'atmosphère du bunker est passée de confiante à désespérée. En janvier 1945, Jung a suivi Hitler dans le bunker du Führer. Elle partageait l'espace souterrain avec d'autres secrétaires, Gerda Christian, Johanna Wolf, Christa Schröder et Elsa Krüger. Ces femmes voyaient Hitler tous les jours. Elles connaissaient ses habitudes, ses humeurs, sa santé déclinante. Elles étaient au courant de conversations qui ne figuraient jamais dans les archives officielles. Rochus Mich était un autre témoin crucial. Opérateur téléphonique et garde du corps, Mich travaillait au Standard, reliant le bunker au monde extérieur. Il était au téléphone presque 24 heures sur 24, transmettant des ordres à des commandants qui souvent ne répondaient plus. C'était comme parler à des fantômes, a-t-il dit plus tard. Personne ne répondait. Les lignes tombaient en panne une par une. Ensuite, il y avait Constance Manziarly, la cuisinière personnelle et nutritionniste d'Hitler. Son travail consistait à préparer des repas en suivant des règles strictes. Tout devait être testé au préalable. Dans les derniers jours, Hitler mangeait à peine. Il n'acceptait que de la purée, de la soupe claire et du pain rassis, se souvient Manziarly. Ses mains tremblaient. Parfois, il laissait tomber ses couverts, mais ne disait rien. Ce n'étaient pas des officiers de haut rang prenant des décisions stratégiques. C'était du personnel de soutien, des dactylos, des cuisiniers, des opérateurs de standard, des gens qui faisaient juste leur travail. Mais leur proximité avec Hitler dans ces derniers jours leur a donné une perspective qu'aucun général n'aurait pu avoir. Ils ont vu l'effondrement non filtré se produire en temps réel. Hans Bohr, le pilote personnel d'Hitler, connaissait le dictateur depuis des années. Il l'avait transporté à travers l'Europe pendant l'expansion de l'Allemagne. Dans le bunker, Bohr espérait toujours une évacuation aérienne jusqu'à la toute fin. Je savais que c'était impossible, a-t-il admis, mais je m'accrochais à l'idée que nous pourrions nous envoler, qu'il y avait encore une chance. Il ne restait plus rien. Ces témoins ne se sont pas exprimés immédiatement. Certains ont été capturés par les forces soviétiques et interrogés pendant des années. D'autres sont retournés à la vie civile et ont essayé d'oublier ce chapitre sombre de leur histoire. Beaucoup sont restés silencieux par peur, par honte ou simplement parce que personne n'a posé les bonnes questions. Mais au fil des décennies, des témoignages ont commencé à émerger. Ce que ces gens ordinaires ont révélé sur les derniers mots d'Hitler à l'intérieur du bunker du Führer a finalement mis au jour la vérité. Et c'était plus troublant que quiconque ne l'imaginait lorsque la réalité s'est effondrée. Au 20 avril 1945, 56e anniversaire d'Hitler, la réalité à l'intérieur du bunker du Führer s'était dangereusement déconnectée du monde extérieur. Hitler est sorti brièvement ce jour-là pour inspecter un groupe de jeunes garçons hitlériens qui avaient reçu la croix de fer. Des photographes ont immortalisé ce moment. Un dictateur tremblant au visage cendré, touchant les joues d'enfants envoyés mourir pour défendre Berlin. Ce serait sa dernière apparition publique. Après ce jour, Hitler se retira complètement dans le bunker. Il ne revit plus jamais la lumière du jour. L'atmosphère psychologique s'est rapidement détériorée. Les témoins décrivent une tension frôlant l'hystérie. Tout le monde savait que les soviétiques se rapprochaient. Le bruit de l'artillerie se faisait de plus en plus fort. Les murs tremblaient à chaque explosion. La peur est devenue la seule constante. La routine quotidienne d'Hitler est devenue mécanique,
robotique. Il se réveillait vers 11 heures du matin, bien qu'il soit généreux d'appeler cela du sommeil. La plupart des nuits, il restait éveillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, arpentant, examinant des cartes qui ne représentaient plus aucune réalité, donnant des ordres à des divisions qui n'existaient plus. Son médecin lui prescrivait des sédatifs de plus en plus forts, juste pour qu'il se repose pendant quelques heures. Les secrétaires ont remarqué des changements inquiétants. Hitler a cessé d'établir un contact visuel. Il regardait à travers les gens plutôt qu'à eux. Sa voix, autrefois autoritaire, est devenue un monotone. Jung l'a décrit comme marchant comme un fantôme, comme s'il était déjà mort. Sa main gauche a développé un tremblement sévère qu'il ne pouvait pas contrôler. Alors, il l'a gardé caché derrière son dos ou pressé contre sa jambe. Mais malgré sa déchéance, Hitler a continué la mascarade du leadership. Chaque après-midi, des conférences militaires avaient lieu dans la salle des cartes pour que les généraux rendent compte de batailles déjà perdues. Hitler déplaçait des troupes fantômes sur les cartes, planifiant des contre-attaques avec des armées qui avaient été détruites il y a des semaines. Personne n'osait lui dire la vérité directement. Le 22 avril, Hitler a subi ce que les témoins ont appelé une dépression complète. Après avoir appris qu'une contre-attaque ordonnée n'avait pas été exécutée parce que les troupes n'existaient pas, il a éclaté de rage. Pour la première fois, il a ouvertement reconnu que la guerre était perdue. Il a crié que tout le monde l'avait trahi. Il a déclaré qu'il resterait à Berlin et mourrait avec la ville. La dépression a duré des heures. Les membres du personnel ont entendu Hitler hurler derrière des portes closes. Puis soudain, le silence. Quand il a émergé, quelque chose de fondamental avait changé. Il se déplaçait plus lentement. Il parlait plus doucement. Le feu avait disparu. Goebbels a fait une proclamation au peuple de Berlin. Le Führer est à Berlin et mourra en combattant avec ses troupes dans la capitale. Mais tout le monde dans le bunker savait que c'était un mensonge. Hitler n'avait aucune intention de se battre. Il préparait autre chose. 3 jours après sa dépression, le 25 avril, Berlin était complètement encerclé. Le bunker était maintenant vraiment coupé du monde. Aucune évasion n'était possible. La fin approchait à grands pas, et Hitler a commencé à s'y préparer d'une manière qui choquerait même ses partisans les plus loyaux. Trahison et le chien empoisonné. À la fin d'avril, les trahisons venaient de toutes parts. Les hommes en qui Hitler avait confiance depuis des années abandonnaient le navire en train de couler. Chaque trahison le poussait plus profondément dans la rage et la paranoïa. Le 23 avril, Hitler a appris que Hermann Göring, son second et successeur désigné, avait envoyé un télégramme demandant la permission de prendre la direction. Göring croyait qu'Hitler était incapable d'agir dans le bunker. Martin Bormann a convaincu Hitler qu'il s'agissait d'une trahison. Apoplexique de fureur, Hitler a dépouillé Göring de tous ses rangs et a ordonné son arrestation. 4 jours plus tard, il y a eu une trahison encore pire. Heinrich Himmler, chef de la SS et l'un des subordonnés les plus loyaux d'Hitler, avait secrètement négocié la reddition de l'Allemagne avec les alliés occidentaux. Quand Hitler a découvert cela, les témoins disent qu'il ne l'avait jamais vu aussi enragé. Son visage est devenu violet. De la salive jaillissait de sa bouche alors qu'il criait à la trahison. Hermann Feglein, le représentant de la SS d'Himmler dans le bunker et le beau-frère d'Eva Braun, a été immédiatement arrêté. Hitler a ordonné qu'on l'emmène dehors et qu'on le fusille. L'exécution a eu lieu dans le jardin au-dessus du bunker le 28 avril. Eva Braun n'a fait aucune protestation contre l'exécution du mari de sa sœur. La loyauté envers Hitler passait avant la famille, mais la scène la plus troublante est venue le lendemain. Hitler avait toujours été profondément attaché à Blondie, son berger allemand. Le chien était l'une des rares créatures pour lesquelles il montrait une affection sincère. Dans le bunker, les enfants Goebbels jouaient souvent avec Blondie.
Elle était une rare source d'innocence dans cet endroit sombre. Cependant, le 29 avril, Hitler a appelé le docteur Werner Haas, l'un des médecins du bunker. Il a ordonné à Haas de tester les capsules de cyanure qu'il avait reçues d'Himmler, car il ne faisait pas confiance à leur fonctionnement. Il voulait une preuve. Haas a reçu l'ordre d'empoisonner Blondie. Fritz Tornow, le maître chien d'Hitler, était présent. Ils lui ont donné une capsule de cyanure. Il a témoigné plus tard. Blondie est morte presque immédiatement. Hitler s'est agenouillé à côté du corps. Il l'a caressée silencieusement. Plusieurs témoins ont rapporté la même chose. Hitler a pleuré. C'était la seule fois où quelqu'un l'a vu pleurer pendant ces derniers jours. Ce chien était un symbole de loyauté pour lui. Un observateur a noté que sa mort semblait l'affecter plus que toute perte humaine. Après la mort de Blondie, Hitler est devenu encore plus renfermé. Il a donné l'ordre d'exécuter également les autres chiens du bunker. Ils ne devaient pas être laissés en vie, a déclaré Tornow. Nous les avons emmenés dans une pièce à côté. Nous avons utilisé des capsules. Aucun n'a souffert, mais c'était difficile. L'exécution d'un chien peut sembler insignifiante comparée aux millions de morts pendant la guerre. Mais pour ceux qui se trouvaient dans le bunker, c'était un signal clair. Hitler se préparait à l'acte final. Et s'il ne laissait pas survivre son chien bien-aimé, il ne se laisserait certainement pas tomber entre les mains de l'ennemi. La préparation suivante était encore plus choquante. Un mariage dans la tombe. Aux premières heures du 29 avril 1945, une cérémonie inhabituelle a eu lieu dans la salle des cartes du bunker. Adolf Hitler et Eva Braun se mariaient. Braun était la compagne d'Hitler depuis plus d'une décennie, gardée cachée du public. Elle était arrivée volontairement dans le bunker à la mi-avril, refusant toutes les offres d'évacuation vers un lieu sûr. « Je préfère mourir ici », a-t-elle dit à une secrétaire. « Je ne veux pas m'échapper. » Quand on lui a demandé si elle avait peur, elle a répondu calmement. « Non, je préfère mourir avec lui que vivre sans lui. » Un fonctionnaire de la ville a été convoqué pour célébrer la cérémonie civile. Les deux parties ont dû jurer qu'elles étaient de pure race aryenne. Une poignée de témoins ont assisté à la cérémonie, Goebbels, Bormann et quelques autres. Il n'y a pas eu de célébration, pas de joie. Gerda Christian, l'une des secrétaires invitées au petit déjeuner de mariage qui a suivi, est partie tôt. Elle a dit à Jung qu'elle ne supportait pas l'atmosphère de tristesse et de désespoir. La cérémonie n'a duré que quelques minutes. Braun a signé l'acte de mariage, commençant à écrire son nom de jeune fille, puis le barrant pour écrire Eva Hitler. C'était la seule fois qu'elle utilisait ce nom. Immédiatement après le mariage, Hitler se retira dans son bureau avec Traudl Jung. « Venez, dit-il, je veux dicter quelque chose. » Jung s'attendait à utiliser sa machine à écrire, mais Hitler lui a dit de prendre des notes à la main. Il voulait de la vitesse. Le temps était compté. Hitler a commencé à dicter son testament final. Il parlait de façon constante et calme, comme s'il lisait des notes préparées. Le document comportait deux parties, un testament politique et un testament personnel. La partie politique imputait la guerre au judaïsme international et expulsait Göring et Himmler du parti nazi. Il a nommé l'amiral Karl Dönitz comme son successeur. Jung a tapé toute la nuit. Vers 5 heures du matin, le 29 avril, elle a terminé. Hitler a signé les deux documents. Goebbels, Bormann, Wilhelm Burgdorf et Hans Krebs ont été témoins des signatures. 3 courriers ont été chargés de transporter des copies hors du bunker pour s'assurer qu'elles survivent. Avant de signer, Hitler s'est arrêté et a regardé sa secrétaire. « Avant de mourir, vous devez savoir ceci. » Puis, il a dicté les dernières lignes de son testament politique, des mots qui ont perturbé même les nazis endurcis présents. Il a clairement indiqué qu'il avait l'intention de se suicider, refusant de tomber vivant entre les mains de l'ennemi, et a déclaré qu'Eva mourrait avec lui.
la qualifiant de sa compagne la plus loyale. Goebbels a été tellement ému par la décision d'Hitler de mourir à Berlin qu'il a ajouté son propre post-scriptum, déclarant qu'il désobéirait aux ordres de quitter la ville. Pour des raisons d'humanité et de loyauté personnelle, Goebbels a écrit qu'il resterait avec le Führer jusqu'à la fin. Alors que l'aube se levait le 30 avril, tout le monde dans le bunker a compris ce qui allait arriver. Hitler a fait les derniers préparatifs. Il a rencontré son personnel, il a serré des mains, il a prononcé de brefs mots de remerciement. Mais au-dessus du sol, une nouvelle venait d'atteindre le bunker, qui allait sceller la résolution d'Hitler. L'histoire de la mort de Mussolini a tout changé. La nouvelle qui a scellé son sort. Au matin du 29 avril, la nouvelle de la mort de Benito Mussolini est parvenue au bunker du Führer. L'allié et prédécesseur idéologique d'Hitler avait été capturé par des partisans italiens 2 jours plus tôt. Ce qui s'est passé ensuite a horrifié tous ceux qui ont entendu les détails. Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci avaient été exécutés le 28 avril. Mais la brutalité ne s'est pas arrêtée à leur mort. Les corps ont été amenés à Milan et suspendus à l'envers à une station-service à Piazza Loreto. Des foules en colère se sont rassemblées. Ils ont battu les cadavres. Ils ont craché dessus. Ils ont lancé des pierres et des débris. Les corps ont été mutilés au point d'être méconnaissables. Des photographies de la scène ont circulé rapidement. Certaines ont atteint Berlin. De nombreux témoins dans le bunker ont décrit la réaction d'Hitler à cette nouvelle. Il n'a rien dit au début, se contentant de regarder le mur. Puis il a parlé doucement. « Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ils ne m'exposeront pas comme ça. Ils ne retrouveront jamais mon corps. » L'image du cadavre de Mussolini pendu en public est devenue le cauchemar d'Hitler. C'était le sort qu'il craignait le plus que la mort elle-même. L'humiliation. Être capturé vivant, jugé et exposé comme un tyran vaincu était impensable. Avoir son corps profané par des foules en colère était pire que n'importe quel enfer. Cette nouvelle a catalysé sa décision finale. Le 30 avril serait le jour. Ce matin-là, Hitler a pris un petit déjeuner vers 14 heures. Il a mangé peu. Plusieurs témoins le décrivent comme étrangement calme. Il avait franchi un certain seuil interne et trouvé la paix dans sa résolution. Il s'est déplacé dans le bunker, disant de tranquilles adieux aux membres du personnel qu'il avait servi pendant des années. Hans Bohr, son pilote, a eu une dernière conversation avec lui. Il m'a dit « Je sais que des millions de personnes me maudiront, mais c'est le destin. » Il m'a serré fermement la main et a disparu dans sa chambre. Vers 14h30, Hitler et Eva Braun se sont retirés dans leur suite privée. Ils ont serré la main silencieusement au petit groupe de personnel rassemblé à l'extérieur. Tout le monde a compris ce qui allait se passer, bien que personne n'ait prononcé les mots à voix haute. Le valet d'Hitler, Heinzling, montait la garde à l'extérieur. Rochus Mich était à proximité, au standard téléphonique. Plusieurs autres attendaient dans le couloir. La porte s'est fermée. Pendant plusieurs minutes, il y a eu un silence complet dans le bunker. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Puis, vers 15h30, un seul coup de feu a résonné dans le couloir de béton. Le son était indubitable, bien qu'un peu étouffé par les murs et la porte épais. Plusieurs personnes se sont précipitées vers la suite, mais se sont arrêtées, attendant des instructions. Martin Bormann est arrivé. Il s'est arrêté, écoutant, puis il a fait un signe de tête à Ling, qui a lentement ouvert la porte. Heinz Ling a été l'une des premières personnes à entrer dans le bureau d'Hitler après le suicide. « Je suis entré après le coup de feu », a-t-il témoigné plus tard. Eva Braun était assise droite comme si elle dormait.
Hitler était tombé. Il y avait du sang sur le mur, sur le tapis. L'air sentait la poudre à canon et les cigarettes. La vision à l'intérieur de cette pièce resterait gravée dans la mémoire des témoins pour le reste de leur vie. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus troublant. La crémation dans le jardin. À l'intérieur du bureau d'Hitler, Eva Braun était assise affaissée sur le canapé, ses lèvres tachées par le cyanure. Elle avait l'air étrangement calme. À côté d'elle se trouvait Hitler, mort d'une balle dans la tempe. Son pistolet reposait près de sa main, le sang s'infiltrant dans le tapis sous le portrait de Frédéric le Grand, l'homme qu'il avait idolâtré. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Martin Bormann a donné des ordres. Les corps devaient être brûlés immédiatement, comme Hitler l'avait exigé. Il avait fait jurer à tout le monde que son cadavre ne tomberait jamais entre les mains des Soviétiques. Linge, Bormann et plusieurs autres ont enveloppé les corps dans des couvertures et les ont transportés à travers les étroits couloirs du bunker. Des obus d'artillerie explosaient à l'extérieur lorsqu'ils ont atteint la sortie de secours donnant sur le jardin de la chancellerie du Reich. Il n'y avait pas de temps à hésiter. La crémation devait être faite rapidement. Ils ont traîné les corps jusqu'à un cratère d'obus peu profond près de l'entrée et ont versé environ 180 litres d'essence dessus. Personne n'osait s'approcher avec une flamme pendant que des obus tombaient à proximité. Alors, une traînée d'essence a été versée vers la porte. Le garde SS Hans Reiser a allumé un chiffon et l'a jeté en avant. Des flammes ont jailli instantanément, consumant les corps. Bormann, Goebbels et les autres ont levé les bras en un dernier salut, alors que les cadavres brûlaient. L'odeur de l'essence se mélangeait à celle de la chair brûlée et du soufre provenant des explosions à proximité. Après environ 20 minutes, ils se sont retirés dans le bunker, laissant les corps brûler dans le cratère à ciel ouvert. Plus tard dans la nuit, des gardes ont vérifié les restes. Le feu n'avait fait son travail que partiellement. Le corps d'Hitler était encore reconnaissable, carbonisé, mais suffisamment intact pour confirmer son identité. Ils ont enterré les deux corps dans le même cratère sous une fine couche de terre. 2 jours plus tard, les troupes soviétiques ont trouvé le jardin. Elles ont rapidement découvert la tombe, déclenchant l'une des enquêtes les plus secrètes et les plus déroutantes de l'histoire d'après-guerre. Mais tandis que les restes d'Hitler couvaient dans le jardin, un acte plus sombre se déroulait juste en dessous dans les pièces du Vorbunker. Les enfants qui ne se sont jamais réveillés. Alors que le cadavre d'Hitler brûlait dans le jardin, les 6 enfants Goebbels dormaient paisiblement sous terre, ignorant ce que leur mère avait prévu. Helga avait 12 ans, Hilde 11, Helmut, le seul garçon, 9, Holde 8, Hedwig 6 et Idron, la plus jeune, seulement 4. Ils vivaient dans le bunker depuis le 22 avril, jouant avec le chien d'Hitler, Blondie, avant qu'elle ne soit empoisonnée. L'infirmière Erna Flegel les a décrits plus tard comme des enfants gentils et doux, toujours enjoués, bien que plus calmes à mesure que la situation autour d'eux empirait. Leur mère, Magda Goebbels, avait déjà décidé qu'ils ne vivraient pas pour voir la défaite de l'Allemagne. Elle a dit à la secrétaire d'Hitler, Traudl Jung, « Je préfère que mes enfants meurent plutôt que de vivre dans le déshonneur. » Je crois qu'ils n'ont plus d'avenir après ça. Plusieurs personnes l'ont supplié de changer d'avis. Albert Speer a même offert de faire sortir clandestinement les enfants de Berlin. Magda a refusé toutes les offres. Elle croyait que ses enfants devaient mourir avec le régime. Au soir du 1er mai, après le suicide d'Hitler, Magda a convoqué le dentiste SS Helmut Kunz. Elle avait besoin de morphine pour endormir les enfants. Kunz a injecté chacun d'eux, mais a refusé d'aller plus loin. Magda a ensuite fait appel au docteur Ludwig Stumpfegger, le médecin d'Hitler. Ensemble,
Ils sont entrés dans la chambre des enfants. Les 6 enfants étaient allongés dans leur lit en chemise de nuit blanche, des rubans encore attachés dans leurs cheveux. Alors que la morphine faisait effet, Magda et Stomfeger ont placé des capsules de cyanure broyées dans la bouche de chaque enfant. Un par un, ils sont morts dans leur sommeil. Seule Helga, l'aînée, a semblé résister. Des ecchymoses retrouvées plus tard sur son visage suggèrent qu'elle a peut-être brièvement repris conscience. Un témoin s'est rappelé plus tard avoir entendu une faible voix, probablement l'une des plus jeunes filles chuchoter « Maman, je ne veux plus dormir ». Puis il y a eu le silence. Ensuite, Magda et Joseph Goebbels sont montés dans le jardin. Suivant l'exemple d'Hitler, ils ont pris du cyanure, et un garde SS leur aurait tiré dessus pour s'assurer de leur mort. Leurs corps ont été brûlés, mais sont restés pour la plupart intacts. Lorsque les troupes soviétiques sont entrées dans le bunker le 2 mai, elles ont découvert les 6 enfants allongés proprement dans leur lit. Chaque visage portait la teinte bleuâtre d'un empoisonnement au cyanure. Le site a stupéfié même les soldats endurcis qui avaient vu le pire de la guerre. Trodel Junge a dit plus tard que ce qui lui était resté le plus en mémoire était l'odeur, quelque part entre l'humidité, la poudre à canon et la peur. Elle s'est attardée sur ses vêtements et dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Au moment où les forces soviétiques ont pris le contrôle, le bunker était presque vide. Certains membres du personnel avaient fui, d'autres s'étaient suicidés. Ceux qui ont été capturés ont plus tard raconté aux enquêteurs les derniers jours sous terre. Un monde où la loyauté envers Hitler s'était transformée en obsession et en désespoir. Les événements de ces dernières 48 heures ont révélé l'effondrement moral complet du régime nazi. Il ne s'est pas terminé par des batailles héroïques ou des discours provocateurs, mais par des corps brûlant dans un cratère d'obus et 6 enfants innocents empoisonnés dans leur sommeil. Pendant des décennies, les détails troublants de ce qui s'est passé à l'intérieur du bunker du Führer ont été obscurcis par des rumeurs et des secrets. Mais au fur et à mesure que les témoins parlaient et que les archives s'ouvraient, la vérité est devenue claire. Les derniers instants d'Hitler et les décisions prises par ceux qui l'entouraient ont montré le vide derrière tout le fanatisme qui avait consumé une nation. En fin de compte, il n'y a pas eu de vainqueur dans ce bunker, seulement la mort, le déni et les ruines d'un monde qui s'effondre. Quelle est, selon vous, la partie la plus troublante de ce qui s'est passé dans ce bunker? Laissez vos réflexions ci-dessous, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans les moments les plus sombres de l'histoire.